Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans cette nouvelle série de podcasts intitulée C'est quoi le commandeur? Dans ce nouveau podcast, je souhaite vous partager les témoignages de joueuses et de joueurs de différents playgroups. Quand ils ont commencé à jouer, quels sont leurs decks préférés, ce qu'ils renient de tout leur cœur, mais aussi quelles sont leurs pratiques au sein de leur groupe de jeu. Voici presque toutes les questions auxquelles je tenterai de répondre. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je vous présente notre nouveau logo dessiné par le très talentueux Break. Oui, on en avait un peu marre de l'ancien. On remercie encore le beau boulot de Break, n'hésitez pas à le solliciter si vous avez des projets aussi de votre côté. Bon, je crois que cette intro est assez longue pour le moment, il est temps de lancer le générique. Alors, on détape ses landes, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cette série spéciale tournée vers les joueurs de Commander. Je suis Bambichon et aujourd'hui nous allons tenter de percer les mystères de deux célèbres joueurs de Commander. Laissez-moi vous présenter mes deux invités. D'un côté nous avons Alvar. Bonjour à tous, je suis heureux de revenir dans le Pince-Crâne, surtout qu'on est plus proche que jamais, maintenant en 2022. Eh oui, tout à fait, merci d'ailleurs encore de cette invitation et de nous avoir accepté dans cette grande famille qu'est Magic C'est Chic. Eh bah ça fait hautement plaisir, j'ai hâte de voir la suite des contenus vidéo que vous allez sortir sur notre chaîne. Déjà beaucoup de qualité avec une première deck tech faite par Nox où il a fait des petites animations vraiment indécentes, je dirais, de talent. Pour le coup, il a animé Tovolar, donc le loup-garou sur lequel il a fait la deck tech. C'est beau à voir. Merci pour ça. Et ce serait presque à en faire rougir notre deuxième invité, qui n'est autre que Ragen. Salut Ragen. Moi, premier record avec le Pince-Crâne, donc je suis très honoré d'être là ce soir que tu m'as invité. En tout cas, il n'a pas à rougir parce qu'il fait aussi des très bons montages sur sa propre chaîne, mais aussi sur la nôtre, donc pour le coup, et des deck tech aussi. Donc non, il y a aucune compétition. Voilà, la vidéo de Nox était quand même trop jolie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, mais t'as fait aussi une belle vidéo sur les commandeurs de Stranger Things, du secrétaire Stranger Things, il me semble, dernièrement. Ouais. Du coup, c'était sur la mienne chaîne, c'était sur ma chaîne. J'en ai profité, j'ai mis un peu plus d'animation, tu vois. Mais je suis content qu'elle vous ait plu. Bon Alvar, on ne te présente plus, mais peut-être que Ragen, tu aurais envie de te présenter à nos auditeurs. Pourquoi pas. Du coup, moi, c'est Ragen. Je suis membre originel et toujours présent de j'allais dire la Team Chronicle, mais c'est plus la Team Chronicle maintenant, c'est les Chroniques du Commander. Changé depuis un an maintenant. Donc voilà, contenu axé sur le Commander, que ce soit multi ou duel. Et du coup, de temps en temps, depuis quelques années maintenant, je suis monteur pour Magic C'est Chic, où je fais quelques vidéos. Je fais pas la plupart, mais je fais quelques vidéos pour eux, pour le plus grand plaisir. Faut dire que vous êtes assez ancien, en tout cas en tant que chronique du commandeur, ça avait commencé il y a plus de 5 ans, maintenant un peu plus de 5 ans. Ouais, plus de 5 ans parce que on a fait, alors c'était en juillet, on l'a pas fait en juillet, on l'a fait beaucoup plus tard, le temps de régler tout, mais la chaîne a eu 5 ans en juillet dernier, donc ouais, 5 ans et demi quoi, pour l'instant, ouais. Des plus vieilles, je crois, chaînes actives, en tout cas, dédiées à Magic en France. Ouais. Eh ben on espère, en tout cas on souhaite à Magic C'est Chic et au Pince-Crâne autant de longévité, si ce n'est plus, évidemment. J'espère complètement, parce que c'est toujours des belles aventures, et puis on découvre tout le temps des choses différentes, et puis l'aventure s'arrête jamais, finalement. On croit que c'est redondant et tout, et que c'est un peu métro boulot dodo, puis finalement non, quelquefois on fait des belles découvertes, quoi. Bah nous en fait ça fait 5 ans là depuis le début de l'année 2022, mais bon on en a parlé un peu plus en détail dans l'autre vidéo qu'on a fait dernièrement avec vous, avec Nox, qui précède. Non. Du coup, est-ce que vous aussi vous allez vous faire un petit live de 24 heures, où vous allez alterner et tout? Eh bien, pas de célébration particulière de notre côté, un peu par flemme et enfin surtout pas le temps, plus que flemme, parce que on a d'autres façons, on va dire, de célébrer. C'est qu'on a plein de projets qui arrivent là pour le coup, plein de concepts de vidéos. Donc là, je préfère me focus là-dessus. Voilà, le cahier des charges est déjà bien épais pour l'année 2022, donc bon, pas vraiment de vidéo spéciale anniversaire.
Moi qui allais dire que c'était par modestie que vous aviez pas cité que vous aviez 5 ans et tout, mais en fait non, c'est juste parce que vous avez pas le temps. Ouais, c'est ça. ça brise un peu le mythe, quoi. Bah non, mais bon, en même temps, on suit le rythme de Wizards, hein, donc bon, voilà, pas le temps. Ouais. Je sais pas qui peut s'enorgueillir de réussir à tenir le rythme de Wizard, mais en tout cas, ça doit être une belle prouesse. Et heureusement, on a du renfort maintenant. Bon, bah, les gars, on est parti, du coup, pour notre petite émission du jour, qui va être sur votre vision du Commander. On a décidé avec Nox de remanier un petit peu le fonctionnement du pince-crâne pour l'année 2022, et vous allez être les premiers, du coup, à passer l'épreuve du feu. On va commencer, du coup, par une question qui m'est chère et qui est très importante pour moi. C'est quoi le Commander pour vous? Du Magic, mais avec une carte bizarre sur le côté. Euh, c'est la possibilité de jouer les cartes qu'on a dans nos boîtes à chaussures. C'est vrai que c'est une belle explication aussi. Après, si je devais répondre un peu plus sérieusement et un peu plus longuement, le Commander, pour moi, c'est vraiment la façon la plus fun de jouer à Magic à plusieurs. C'est pas un seul et unique format, hein, pour moi, en fait. C'est plutôt une multitude de variantes qu'on avait d'ailleurs pas mal énumérées, excusez-moi, chez Magic C'est Chic dans une vidéo en 2 parties qui s'intitulait Les meilleurs formats multijoueurs pour Magic. Très sobrement. Et du coup, moi, c'est très rare que je joue en simple commandeur, mais plutôt avec des variantes, comme donc le Slave, le Pentacle, Plane Chase ou le Troll à 2 têtes. Et la principale raison pour laquelle je choisis ces variantes-là, c'est le fait qu'un joueur puisse être éliminé de la partie en fait très vite dans le format Commander classique, on va dire Free for All, et tandis que les autres en fait continuent potentiellement de jouer très longtemps sans lui en fait. Et du coup, voilà, ça c'est un peu le côté du commandeur que j'aime pas et qui est un peu essentiel entre guillemets quand on dit voilà le commandeur qu'est-ce que c'est. Et bah voilà, moi très vite me le suis un peu approprié grâce à ces variantes que j'ai pas du tout inventées hein, pour le coup, mais que j'ai très vite adopté. Et puis c'est aussi un format où il y a beaucoup de possibilités, notamment en termes de deck building, comme tu le disais à l'instant Hagen, mais aussi même en termes de stratégie, parce qu'il y a ce côté un peu politique qu'on n'a pas du tout normalement dans Magic et qui est très proche de certains jeux de société. Et c'est là où on rejoint, voilà, je parle de jeux de société, totalement la notion de fun à plusieurs. Ouais, je te rejoins totalement. Alors, moi, du coup, j'ai commencé le Commander en fait en 1v1, parce que l'essence même du Commander en France, c'était le 1v1, et il y avait que ça. Euh, dès le début, en fait, les gens ne jouaient qu'en 1v1 parce que c'était pas forcément le multi qui faisait. Ils n'avaient pas cette conception-là. Je pense qu'en France, il n'y avait pas cette conception de pouvoir jouer à plusieurs. En fait, le social est mort en France. Et du coup, c'était Le social ou le Parti Socialiste? Oula, 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 oula. Tut, tut, tut. Ah bah c'est l'année. Je suis désolé. Faut. Ouais, attends, on attaque 2022 direct, voilà. Ça va être, le Pince-Crâne devient un podcast politique. Et alors, il l'a toujours été, malheureusement. Ah bah, Hasbro, ah bah les capitalistes. Vous avez compris, vous avez compris la politique de Nox. Ah mais j'adhère, hein, j'adhère. Pour rester, ouais, en fait, c'était vraiment que du 1v1. Et même si maintenant, en fait, le Commander 1v1, je trouve il a quand même beaucoup évolué, il a changé. Vu que maintenant on est parti sur un esprit où il faut gagner absolument et donc il faut amener les meilleurs decks. Moi, même en 1v1, en fait, ça reste quand même de jouer avec ma boîte à chaussures, de proposer un truc en fait qui va être rigolo et tout. Et même si ça marche pas, euh, en fait, tant que ça gagne de temps en temps, en fait, tu vois, tant que je fais par exemple, je fais 3-3 sur un tournoi, je suis content. Tu vois, moi, mon deck il a marché. Du coup, moi ça me va en fait, si tu veux, j'arrive à jouer en fait avec ce côté duel et mais pas forcément partir forcément dans le compétitif, rester quand même dans ce côté un peu fun et que je retrouve en fait que maintenant j'arrive à retrouver aussi dans le multi. Mais pour le coup, contrairement à Alvar, moi du coup je suis resté dans le format classique 4 joueurs, 40 PV Sol Ring, hein, et euh, et euh, et du coup j'arrive quand même à retrouver du fun et c'est parce que j'essaye en fait justement de je suis comme toi, hein, Alvar, j'aime pas quand tu commences une partie, il y a quelqu'un qui perd la partie au bout de 15 minutes, puis en fait il se fait chier pendant 1 heure derrière. Ça j'aime pas et j'aime bien justement qu'il y a une homogénéité, qu'on arrive à avoir une homogénéité à la table
pour que en fait la partie se termine dans le tour ou le tour suivant pour éviter que ça perde trop de temps. Pour l'instant, je suis pas dégoûté en fait de ce format Commander classique. Peut-être qu'après je te rejoindrai sur les formats alternatifs et pour retrouver cette chose-là, mais pour l'instant comme je l'ai, moi pour l'instant ça me va. Tu vois. Commander classique me va très bien. Donc j'entends d'un côté plus le côté vraiment communautaire et fun du format, et d'un autre côté plutôt quelque chose, une sorte d'expression de soi peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, il y a les deux quand même, puisque t'apprends, en fait, l'intérêt de l'intérêt communauté, en fait, je trouve, c'est de découvrir les jeux des autres. Je le vois comme ça. Alors, t'as le côté, en fait, parce que moi, je l'avais déjà, en fait, si tu veux, moi, quand je jouais en Duel Commander au début, on allait dans les bars. Donc, une bière, un soda autour d'une partie de cartes, tu vois, tu sais, le côté communautaire, et puis on était 6, 10 dans le bar à jouer, tu vois. Je l'avais déjà, en fait, si tu veux, le côté communautaire. Ce que je découvre avec le multijoueur, en fait, c'était surtout le côté, bah, en fait, il y a un tel qui arrive avec un deck à lui, il l'a monté comme ça, c'est son deck, tu vois, c'est son deck de cœur, et il le joue comme ça. Il y a un autre qui va arriver, il va avoir le même général, mais il n'y aura pas les mêmes cartes. Et en fait, c'est ce genre de choses là que j'apprécie en fait dans le Commander. C'est pour ça que j'avais ces émissions qu'on faisait, qu'on a arrêté maintenant, qui était où on invitait des gens, enfin les gens venaient d'eux-mêmes, en fait ils proposaient, ils venaient avec leur deck et ils jouaient, et c'était ce côté-là que j'aimais bien en fait, c'était de voir les gens que je connaissais pas, qui amenaient des decks, qui dit bah en fait le jeu il va jouer comme ça, puis en fait non, eux ils le jouent pas comme ça, il y avait des variantes, tu retrouves quand même certaines cartes, mais voilà, il y avait cette façon de faire différente que j'aimais bien, et c'est à travers ce principe-là que j'aime beaucoup le Commander multijoueur, c'était le côté il va amener un deck, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait bah s'il arrive à sortir son plan de jeu, bah en fait ça fait quelquefois ça fait des trucs super jolis et c'est rigolo à voir quoi. C'était ce côté découverte que j'aimais bien dans le multi en fait, en termes de building. Ouais, j'aime bien souvent dire que le Commander c'est un peu la terre de tous les possibles. Euh, du coup, c'est pour continuer un petit peu dans notre lancée, t'as commencé déjà à répondre à la question, Ragen, mais quand est-ce que vous avez commencé à jouer à Magic, et quand est-ce que vous avez commencé à jouer en Commander? Bah ouais, du coup j'ai un peu répondu à la question, mais j'ai pas tout dit. J'ai commencé en 2000, euh, fin deuxième moitié des années 2000. En gros, j'arrive, je passe au collège, j'arrive au collège et mon, moi enfin, je sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les primaires, mais moi on avait une primaire un peu redondante, c'est-à-dire qu'il y avait la période des POG, suivie de la période des billes, la période des Pokémon, enfin ouais voilà, c'était cyclique, tous les 2 mois en fait il y avait on se lassait, on changeait d'un truc, on se lassait, on changeait. En fait c'était ça, et l'année suivante ça recommençait, bref, c'était cyclique comme ça, et donc j'arrive en sixième et je fais en mode ben ils font quoi ils font quoi dans cet établissement quoi. Les gens ils s'amusent comment quoi. Parce que moi j'étais pas du tout team foot basket ce genre de choses, j'étais plutôt team justement geek. Et du coup je vois des gens qui jouent à des jeux de cartes et du coup je m'en fais donner certaines et puis en fait ça a commencé comme ça. On connaît aucune règle, enfin je connaissais pas à l'époque il y avait la pile, il existait les dégâts dans la pile. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous renvoie aux règles de Magic parce que ça peut être c'est à la fois simple et très compliqué comme Magic en général. Et du coup voilà, aucune notion. C'est juste tu as un deck, tu pioches 7 cartes, t'as 20 points de vie et t'as des créatures. Le truc en haut à droite c'est le coût qu'il faut payer et puis basta, vas-y go. Et tu lis les cartes. Et du coup bah à la fin du collège j'avais un deck de 120 cartes, un truc comme ça avec 35 terrains, mais ça marchait quand même, 5 couleurs. J'avais aucun problème dans son il fonctionnait, même si évidemment il était pas fort, mais ça marchait. Et donc voilà, j'ai commencé j'ai commencé Magic, voilà, avec l'édition Invasion. Et voilà, j'ai eu période d'arrêt pendant 2 ans environ. J'ai repris vraiment pendant Chaos Planaire. Et là, j'ai repris à ce moment-là vraiment parce que j'avais découvert qu'il y avait des boutiques. Je ne savais pas que les boutiques existaient. Pour moi, j'achetais des cartes dans les maisons de presse, dans les libraires, tout ça. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des boutiques avec des gens qui étaient comme moi, qui se rassemblaient pour jouer. Donc là, j'ai compris qu'en fait, un deck de 120 cartes avec 35 terrains, 5 couleurs, ça ne marche pas. J'ai appris la dure loi de monter un deck. Et j'ai découvert des formats, j'ai découvert le draft, le CL, les avant-premières, tout ça. Et depuis, j'ai pas lâché, donc c'était de 2005-6, si je te dis pas de bêtises, jusqu'à maintenant, ouais. Donc ça fait 15 ans que je démords pas.
sur le Magic en général. Et, euh, et du coup, pour le Commander, j'ai commencé en 2009 ou 10, quelque chose comme ça, à Rennes, où pareil, je débarque, en fait, je savais qu'il y avait des boutiques cette fois-ci, donc du coup, je cherche les boutiques. Puis dans la boutique, on me dit, il y a un bar à côté, il y a souvent des gens, vas-y, va voir. Et en gros, j'y vais, puis je vois des gens qui jouent à un format que je connais pas. Le mec m'a dit, ah bah, c'est le DH. Ah bon, c'est quoi? Ben, t'as 30 points de vie. Faut que t'aies une créature qui soit légendaire, que c'est tes couleurs de... c'est les couleurs qu'il y a pour le coup de mana, c'est les couleurs du général. Et ton deck doit être que ça. J'ai fait ok cool, je suis rentré chez moi, j'ai pris mes vieilles cartes que j'avais justement avant mon retour quand j'ai commencé au collège, et en fait j'ai monté un deck à partir d'un vieux général que j'avais à ce moment-là. Puis voilà, ça a commencé comme ça quoi. Puis très récemment je me suis mis au Commander multijoueur parce que la hype m'a gagné, j'avais envie d'avoir un truc un petit peu nouveau. Euh, je sentais que même si j'aimais bien faire des tournois, etc. en duel, j'avais envie quand même d'avoir du neuf, en fait, de retrouver quelque chose un peu différent. Et j'ai retrouvé, en fait, cette envie qui m'avait poussé dans le Commander, à l'époque, de fouiller des cartons. Du coup, avec le Commander multi, j'ai retrouvé ce truc-là. Puis du coup, commander à plusieurs, il y a une euphorie, en fait, qui se dégage, c'est différent de la compétition, ou juste jouer en duel où on va quand même être un petit peu sérieux. Le commandeur multi, en fait, on a ce côté où justement il peut y avoir de l'euphorie, on peut passer des bons moments, on peut y avoir des super plays en fait, que du coup on est plusieurs à voir, et vu qu'on est plusieurs, il y a une difficulté peut-être à réaliser ce play à essayer d'aller au bout avec, et du coup il y avait voilà toutes ces choses là, je l'ai découvert il y a un an environ, ouais, je trouve ça génial quoi. Et toi, alors ton historique de Magic, ça donne quoi? Eh bien, j'ai commencé à l'âge de 9 ans avec Portal, hein, l'édition faite pour les débutants. Et pour vous situer un peu, c'était au moment où Tempête, le blog Tempête sortait à peu près. Donc ça remonte pas mal. Et en parallèle, dans la cour d'école, forcément, ça jouait aussi un peu à Magic. Donc voilà, me suis plongé fortement dedans. J'ai déménagé dans une autre ville. Je suis arrivé, j'entends quelqu'un parler de Magic dès mon premier jour au collège où je connaissais personne. Et bon, bah bim, c'est devenu mes potes directs. Donc voilà, ça m'a toujours un peu suivi. Puis après, il y a une période où j'ai arrêté. Donc là, je vais faire un petit clin d'œil à notre cher Leland parce que cette période, c'est Kamigawa. Alors j'ai un peu moins aimé le set, le bloc, je dois l'avouer. Mais bon, c'est aussi un concours de circonstances, avant tout. C'est aussi parce que je crois qu'à l'époque, je m'étais mis à fond dans World of Warcraft, et il me semble qu'il y a pas mal de joueurs de Magic qui ont fait comme moi, qui ont un peu lâché le jeu pour se mettre à fond sur un autre jeu, quoi, on va dire ça comme ça. Puis après, il y a eu la fac et tout, enfin j'ai fait d'autres choses dans ma vie qui font que je me suis totalement éloigné du jeu. J'ai plus rien suivi de Magic du tout. Et après, je m'y suis remis à l'époque de, on va dire, la fin d'Innistrad. Et là, je m'y suis remis, mais à 2000%. Ça a été un vrai régal de replonger dans le jeu. Et quand je me suis remis dans le jeu, j'entends parler d'un nouveau format qui a émergé entre-temps, qui est le Commander. Donc effectivement, comme l'a dit Ragen, plutôt orienté 1v1. Donc ça va un peu détonner avec ce que je vais dire avant, mais j'aime beaucoup vraiment l'aspect compétitif qu'il y a dans Magic, même si j'ai pas été un gros compétiteur. J'aime bien faire des tournois en boutique et gagner le plus possible. Et pour le coup, le duel Commander, ça m'a vachement intrigué parce que il y a ce côté un peu plus, on va dire, accessible. Il n'y a pas besoin non plus de hard-trailler comme un fou, contrairement à d'autres formats, même si j'ai continué à faire du standard et tout en parallèle, en tout cas en boutique et assez sérieusement. Mais en tout cas, très vite, je me suis mis à faire du duel Commander aussi en boutique, et j'ai adoré en fait mes premières sensations avec le format, le côté singleton. C'est vraiment comme je sais pas, quand on découvre un nouveau jeu vidéo qui va nous passionner très vite, je sais pas, vous ressentez quelque chose d'un peu nouveau, et bah là ça m'a fait la même chose avec le Commander et ça m'a pas lâché. Puis bah en fait j'ai remis mes anciens potes du lycée à Magic aussi en même temps que je m'y remettais, je les ai motivés, puis bah forcément on était plusieurs à jouer. Donc fallait qu'on fasse des tables de plus de 2 personnes à jouer en commandeur. Notamment, vous avez beaucoup de trolls à l'époque, trolls à 2 têtes, 2 contre 2. Et là, on s'est rendu compte que c'était nos meilleurs moments en fait de jeu à Magic, quoi. C'est avec une bonne bière,
jusqu'à pas d'heure, genre on n'arrivait pas à s'arrêter de jouer, quoi. Dès qu'on a fini une partie, on a envie d'en refaire une, surtout avec le commandeur, parce que les parties se suivent et se ressemblent pas. Déjà, c'est valable avec un deck, mais alors quand en plus on est dans une configuration à 4-5 joueurs, si en plus il y en a un ou deux qui changent de deck, ou toute la table, là, vraiment, c'est que des parties très différentes à chaque fois. Et c'est cette profondeur vraiment du format que j'adore, et je pense que vous adorez tous ici aussi. Ouais, carrément, moi c'est ce que j'aime en tout cas dans le Commander. Moi je l'ai dit il y a à peine 10 minutes, mais c'est un peu la terre de tous les possibles. Puis il y a ce côté singleton aussi qui fait que chaque partie va être différente. Et ouais, tout à l'heure, je disais que ça offrait des possibilités un peu plus larges en termes de deck building. Alors, qu'on soit d'accord, en construit, par exemple, en standard, même là, il y a des choses folles à faire en deck building. Enfin, il y a certains joueurs ou influenceurs qui nous le montrent très bien. Mais disons qu'avec l'EDH, il y a un côté un peu plus permissif quand même. Quand on est en 1 contre 1, on peut pas se permettre de rater un land drop, mais aussi de faire plein d'autres écarts du même genre. Et en fait, en multi, des fois, on peut jouer des decks vraiment en dessous et gagner, en fait, parce que on en parlait tout à l'heure, il y a la politique, et ça c'est quand même assez fou. Et puis même en duel commander, je trouvais qu'il y avait des stratégies un peu différentes. En plus, alors petite précision, quand moi je m'y suis mis, c'était l'époque bénie ou pas, je ne sais pas, du 30 PV, mais en tout cas moi j'ai adoré cette époque. Et il n'y avait pas beaucoup de decks aggro, il y avait une dynamique dans les parties qui était vraiment différente pour du Magic, et que j'ai adoré d'ailleurs, et pour le coup j'avoue que j'ai un peu lâché à partir du 20 PV, même si c'est un peu un autre débat, mais et c'est aussi parce que c'est un manque de temps, clairement, parce que c'est là où je crois que j'ai commencé Magic Séché, que ça coïncide un peu, mais bon, je suis un peu resté comme ça bloqué au 30 PV pour toutes ces raisons, et comme je disais, ces sensations. Le 30 PV avait ce côté effectivement où là pour le coup tu peux rater un peu ton land drop parce que tu avais du temps, et c'est vrai qu'il y a différents decks. C'est une période que j'aime bien, cette époque-là, parce que du coup tu pouvais plus te permettre de faire des choses avec tes généraux que maintenant tu peux plus, parce que le format il est 20 points de vie, donc tu peux plus perdre de temps en fait. Il y avait aussi ce côté-là de la règle des 21 points de généraux, qui existe toujours en Commander, même si c'est pas forcément tout le temps appliqué, enfin pas appliqué, mais dans le sens où j'ai pas forcément eu l'impression que beaucoup de gens se basent là-dessus pour gagner. Mais en duel commander, ça pouvait vraiment être une option de victoire, que du coup ça complétait les decks qui voulaient faire gain de points de vie énorme ou ce genre de choses. Du coup t'avais cette condition, 21 points de généraux, tu peux y aller, et du coup tu pouvais aussi axer ton deck comme ça. Ton deck pouvait être un petit peu moins bon en termes d'agressivité, mais par contre, sur un random truc, tu mettais 21 points de général, puis t'avais gagné, quoi. Et le fait d'être passé à 20 a fait perdre ce truc-là, que j'ai regretté un peu, parce que du coup, moi, j'ai joué beaucoup plus de decks un peu plus boui-boui. Du coup, tu peux plus autant faire de boui-boui qu'avant, et ça, c'était un peu dommage. Et du coup, je pense que c'est comme toi. Moi, j'ai juste pas lâché le 20 points de vie parce que j'avais pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix. Enfin, le multi, je le jouais pas, en fait, je connaissais pas forcément son existence. Et alors que c'est un peu con, chaque année, ils sortaient des decks bizarrement faits pour du multijoueur. Voilà. Mais ouais, j'avais pas d'autre option, en fait, de faire de l'EDH. En fait, j'avais pas d'autre forme. Et donc, du coup, je suis passé au 20 points de vie. Je pense que si je connaissais, en fait, le commandeur, peut-être que j'aurais lâché, en fait, le 20 points de vie aussi, comme toi. Et pour aller sur un format qui me plaisait plus, qui me parlait plus, quoi. C'est marrant que vous parliez de ce changement de 20 et 30 points de vie, parce que moi personnellement le duel commander c'est un format que je ne connais pas du tout, que j'ai pratiqué un petit peu sans le savoir au début, que j'ai joué à Magic, et parce que j'étais un peu obligé et que j'avais qu'un seul pote avec qui jouer à Magic, et du coup on jouait en commander mais on jouait à deux, quoi. J'ai l'impression que ce passage à 20 points de vie, il a fait vraiment en tout cas de ce que vous me racontez et de ce que j'ai vu en tout cas du format, et de ce qu'on m'en a raconté, que ce passage à 20 points de vie, il a vraiment donné un gros déclic au format, et le format est devenu beaucoup plus compétitif. Parce que les decks agressifs étaient beaucoup plus viables, et ce qui faisait que du coup, on est parti, quoi. On est parti, et puis c'est la race au point de vie, parce qu'on peut y aller franco. Alors, en 30 points de vie, t'as quand même eu un Zurgo mono rouge qui a perfait. C'était le premier deck aggro non banni. Parce que sinon, t'avais Marat, qui est du coup pas resté, parce que c'était trop fort. Ouais, après, à Marat, il y avait un aspect combo aussi qui pouvait être assez violent pour le coup. C'était ça sa force, d'ailleurs.
c'est un beau drop à 3, mais aussi putain, une machine à combo dégénérée, quoi. Couleur Naya, combo Earthcraft, ouais, créature infinie, mana infinie, puis Yupla Boom, quoi, ouais, complètement. Ce qu'il aussi faut savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait que 2 formats. Il y avait le duel, enfin, il y avait le DH 30 points de vie et le DH multijoueur 40 points de vie. Et le passage en 20 a fait éclater le truc. Et après, ça s'est décliné. Maintenant, il y a le Canadian Highlander qui est en 25 points de vie. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait plusieurs pays européens joueurs européens en tout cas, qui jouaient en duel commander. Et le passage du 20 à 30 a fait déjà une scission. Là, on parle d'histoire. Du coup, il y a des pays, par exemple, l'Italie a créé son propre format pour rester sur le 30 points de vie, par exemple. Ça a créé des scissions comme ça, en fait. Et bon, du coup, on s'en fiche, hein, le format était français, donc du coup, il est resté, et puis ceux qui voulaient jouer, ils jouaient le format qu'ils voulaient. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout début, il y avait vraiment que 2 formats, et le fait d'avoir divisé des parties vers un changement de point de vie, ça a provoqué ce qu'on a aujourd'hui, qui est plusieurs formats différents, en fait. Par contre, je peux absolument pas te dire ce que c'en est, si c'est bien ou pas, quoi. Une chose est sûre, avant et après, il y a quand même une grosse créativité, je trouve, dans le DH. Et pour rejoindre ce que je disais avant, donc non seulement c'est dur d'être créatif dans certains formats comme le standard ou quoi, ou le moderne, mais dans le DH, c'est peut-être un peu plus à la cool, mais il y a ce côté où je vois beaucoup plus de decks différents, même encore en duel commander, même si je suis de très loin, j'ai l'impression que ça change beaucoup. Il y a toujours des outsiders. Après voilà, c'est une scène compétitive plus restreinte, donc c'est normal aussi, mais du coup ce côté-là il est cool. Et moi je sais que c'est ça que j'ai toujours aimé à l'époque, soit dans le compétitif ou sur les tables de jeux de cuisine, quoi. Du coup, pour enchaîner, Ragan, tu nous parlais tout à l'heure de ton tout premier deck que tu avais monté en rentrant chez toi. Ma question, c'était plutôt quel était votre deck préféré, mais je serais ultra curieux de savoir, c'était quoi du coup ce premier deck que tu avais monté? Alors, le premier deck que j'ai monté, c'était un Shen Maître des Démences. Alors, Shen, c'est une 3-3 pour 5 dont 2 noirs, édition Tourment. Je crois que c'est un mignon, humain mignon et cauchemar. Non, humain mignon légende. Et qui te dit que tous les cauchemars gagnent +1/+1. Et qui, pour 3 noirs et 3 points de vie, tu peux ramener une créature d'un cimetière en jeu, et ça devient un cauchemar, et si Shen quitte le champ de bataille, tu exiles la créature. Déjà que maintenant c'est dur de faire un tribal cauchemar, alors à l'époque ça devait être un peu compliqué, j'imagine que tu le voulais pour sa deuxième capacité. Oui. Alors si tu voulais vraiment, tu pouvais faire la créature qui rebondissait dessus, c'était Baltor, qui disait que tous les minions gagnaient +1/+1. Hey, mais Baltor il est fort, hein. Le souiller, du coup. Oui, le souiller. Il est trop bien, lui. Ah oui, il était trop bien. Mais du coup, non, à l'époque, ouais, effectivement, moi c'était Réanimator, donc du coup j'avais mis 35 terrains, j'avais mis 25 anti-bêtes, et 5 grosses bêtes quand même, parce que quelquefois en face tu tombes sur des jeux qui jouent pas de bêtes, donc fallait pouvoir faire des choses de ton côté. Et du coup voilà, il y avait il y avait 15 anti-bêtes, 10 réanimators, et puis t'y vas, quoi. Et le deck c'était comme ça. Et du coup, vu que t'étais en 30 points vite, tu peux te permettre de perdre 3 PV de temps en temps, et tu réanimes des trucs en fait. Et le deck était évidemment pas du tout très fort, mais dans un milieu où tu navigues avec plein de gens, et voilà, puis moi je faisais ça pour m'éclater, c'était pas très grave, quoi. Et après j'ai planté plein d'autres decks qui étaient du même niveau, mais ça m'éclatait en fait j'aime bien builder en fait, même si souvent ça mène pas forcément à grand chose. J'aime bien en fait cette réflexion de construire un deck, et du coup c'est pas grave en fait si le deck, comme je te disais, tu vois, si je fais 3-3 un tournoi, je suis content, le deck il a marché en fait pour moi, parce que j'ai pris du plaisir à le construire, et du coup derrière, mine de rien, je me suis pas trop trompé, j'ai quand même fait 2-3 victoires. Et du coup, toi, Alvar, c'était quoi alors ton premier deck? Alors mon premier deck, quand j'en parlais tout à l'heure, c'était donc du duel commander, c'était Genara dans les couleurs bantes, qui était un Rafik of the Many à la base, mais bon, je me suis rendu compte qu'il y avait des listes très proches avec Genara qui existaient, qui étaient très fortes, donc après j'avoue que je m'en suis assez rapproché, en personnalisant un peu quand même derrière, surtout au fil des sorties. Et derrière, en premier deck multijoueur, je crois que c'est Xenagod
Pour le coup, j'ai fait une deck tech sur la chaîne il y a un petit moment, mais j'avais réactualisé un peu la liste en commentaire, si vous voulez aller voir, mais ça met des patates et c'est trop bien. Et du coup, pour enchaîner, c'est quoi vos decks préférés à vous deux? Parlez-moi, donnez-moi, transmettez-moi la passion de votre deck. Je pense que j'ai 2 decks en fait que j'aime bien. Je suis désolé, je dévie ta règle de la question. En fait, j'ai pas un deck, j'ai 2 decks. Même si le deuxième, je pense, est mieux parce qu'il me correspond plus. Le premier, c'est Zurzot. En fait, c'est celui que j'ai monté, que j'ai vraiment kiffé en tant que deck de commandeur, en fait, qui me permet en fait de faire piocher tout le monde. Donc il y a une espèce de groupe HUD, mais comme tu fais défausser aléatoirement tout le monde, les gens sont pas contents. Donc ça, j'aime bien quand les gens sont pas contents. C'est du positif pour moi. C'est ce qui me fait avancer dans la vie. Et du coup, sur ce deck-là, j'aime bien parce qu'en fait, ça fait un peu mignon où genre, bon, en fait, tu fais piocher des fossés et tout ça. Et en fait, tu vas, en faisant ce genre de choses, tu vas créer des créatures et du coup, tu vas rentrer dans ton deck plein de cartes qui font, quand une créature arrive en jeu ou quand une créature meurt, elle inflige une blessure à quelque chose. Du coup, en fait, tu mets plein de trucs comme ça. Et au début, en fait, t'es un peu sympa, t'es en mode, tu fais piocher de temps en temps et tout. Puis t'attaques avec des 1-1, c'est mignon. Puis en fait, tes 1-1, quand elles arrivent en jeu, elles collent 3 à tous les joueurs. Quand elles meurent, elles en collent encore 2. Et il y a ce côté, en fait, débordement que j'aimais bien. Et un des derniers decks que j'ai monté, c'était donc du coup Baltor le Souillé. Mais pas dans une stratégie mignon. Dans une stratégie pareille, réanimateur, où du coup, c'est pareil, c'est encore du boui. J'aime bien faire des choses qui sont pas ce que tout le monde fait. J'aime bien créer des choses, en fait, j'aime bien trouver des autres solutions, et donc du coup, en général, le noir aristocrate, c'est quand ça meurt, il se passe quelque chose. Du coup, moi, mon deck, c'est quand ça arrive en jeu, il se passe quelque chose. Donc ça va être genre, en général, évidemment, ça va être genre, ça arrive en jeu, ça meule 3 cartes, ce genre de choses, ou ça arrive en jeu, ça va détruire une créature. Voilà. C'est des effets d'arrivée de jeu, en fait, que je prends. Et du coup, j'aime bien parce qu'en fait, on va boulbuiter, vu que c'est un deck un petit peu bas level, en fait, les gens vont pas forcément paquer dans l'anti-cimetière. Du coup, ça te permet de toi de faire des choses, tu fais des trucs dans ton coin, c'est rigolo, puis à un moment donné, tu vas peut-être faire quelque chose et tu vas gagner. Mais voilà, c'est un peu les 2 decks que j'aime bien pour le moment, qui est l'un, c'était le premier que j'ai fait et que je continue de jouer, et l'autre, voilà, c'est un des derniers que j'ai monté et qui peut faire de la belle magie, en fait, sur de l'aléatoire, ça peut faire de la belle magie, quoi. Pour ma part, ce sera Tassa V2. Je sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous, enfin j'en ai déjà parlé à droite, à gauche, mais il faudrait que je fasse une deck tech dessus à l'occasion, mais toujours... Elle n'existe toujours pas, mais ça serait un plaisir d'ailleurs si jamais ça se fait avec le pince-crâne. En tout cas, voilà, c'est la deuxième itération de Tassa qui est sortie durant Theros Beyond Death et qui est orientée, on va dire, Blink, parce qu'elle permet donc d'exiler et de remettre en jeu instantanément une créature qu'on contrôle. Donc beaucoup d'effets d'arriver en jeu également, même si là c'est sur du bleu, donc c'est une couleur qui est un peu plus affiliée à ça, on va dire. Même si généralement c'est plus Azorius, mono bleu c'est un petit défi, mais pas autant que noir, je pense, avec ton Baltor. Et en fait, l'autre truc du deck très spicy, c'est que on peut exiler des créatures dont on a pris le contrôle, même momentanément, avec Tassa, et après on les renvoie en jeu sous notre contrôle, entre guillemets, enfin entre parenthèses, définitivement. C'est une petite règle un peu cachée dans cette Tassa, qui est une créature enchantement, puisqu'elle est dure à gérer, et en fait c'est un régal parce qu'on prend le contrôle, enfin on vole les créatures adverses, et j'ai rajouté plein d'effets qui vont dans cet esprit-là en fait dans le deck. Il y en a même un assez connu qui est Subordination, qui va chercher une carte pour 5 dans le deck adverse, donc vraiment dans sa bibliothèque, et on la met en jeu sous notre contrôle. Donc généralement, si vous jouez à 4 ou 5 à une table de commandeur, je peux vous dire qu'il y a au moins une personne qui joue des grosses bêtes, quoi. Donc voilà, il y a des petits kiffs comme ça dans le pack, et surtout c'est un deck dont j'ai eu l'idée quand j'ai vu Tassa assez rapidement. Voilà, j'ai compris qu'il y avait cette espèce de petit tricks à faire avec elle, et je me suis dit je vais monter le deck, j'ai trop envie et tout, donc je l'ai fait vraiment de zéro. Et si jamais voilà, il y a des gens parmi vous, chez les auditeurs qui sont très net decking, c'est pas un mal, absolument pas, mais vraiment pour moi le plaisir absolu de l'EDH, c'est d'un jour voir une créature légendaire qui va sortir, ou qu'on découvre voilà dans les fins fonds des tiroirs ou des vieilles éditions de Magic, bref, et du coup vous faites votre propre deck avec, et ça c'est un gros plaisir. Et même si vous avez un peu peur de vous tromper, bon, il y a plein de ressources plus ou moins pour vous orienter sur internet, mais voilà, ne pas copier-coller une liste et essayer
de mettre en place sa propre stratégie à partir d'une carte pour laquelle on a un coup de cœur et qu'on met à jour sortie après sortie. Ouais, c'est quand même une petite régalade pour le coup. parles de, Tu parles de deck Blink Azorius, moi tu me touches droit dans mon cœur parce que mon premier deck et mon deck que je joue toujours et que j'adore, c'est Brago. Euh, J'étais sûr que t'allais dire Brago quand t'as dit Blink Azorius. Et ouais, pour le coup, c'est une des meilleures. Enfin, c'est un des meilleurs généraux pour ça. Il peut être très 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 fort. Et en vrai, le noir, il y a aussi. Enfin, moi, je pensais à Minato, qui est un peu peut-être encore au-dessus, peut-être. Ça se discute, ça se débat. Minato te rajoute une couleur de plus, mais tu vas blinker qu'un seul permanent. Brago, ça va être sur les phases de combat, donc c'est un peu plus compliqué à trigger. Mais tu vas pouvoir blinker tout ton board sauf tes terrains. C'est pas la même chose. Moi, je joue plutôt en mode combo. T'as des trucs assez rigolos à faire avec Résonateur Strionique, du mana positif. Tu peux faire des combos un peu bizarres où tu vas pouvoir faire du mana infini, mais que pendant tes phases de combat. Et du coup, il va falloir te débrouiller pour pouvoir faire des choses en vitesse éphémère et potentiellement gagner. Donc c'est pas les mêmes decks. C'est pas les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Mais disons qu'il y a Minato qui se défend bien en duel commander pour le coup. C'est peut-être ça qui oriente un peu mes propos, mais elle peut être très forte en duel commander. Mais bon, passons. Bon, on a parlé de vos decks préférés, de la crème de la crème, mais est-ce que vous pourriez me partager sans honte vos petits flops à vous, les commandeurs que vous avez montés, finalement qui vous ont déçus, ou un petit quelque chose qui... Ah, c'était pas le deck, c'était pas le moment, il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ragen, je te laisse répondre parce qu'il faut que je fasse des mini-recherches. Alors, mais moi aussi, le problème, c'est que moi, je peux pas faire des recherches. Je reviens d'ailleurs, je vais prendre le deck, ce sera plus simple, je reviens tout de suite. La question, elle est pas simple et difficile, c'est que si tu veux, moi, je monte un deck Commander chaque semaine. J'en ai monté environ 60. Et le problème, c'est des one-shots, en fait. La plupart, c'est des one-shots. Donc, il faut que je le sente, en fait, si genre, est-ce que j'ai pris du plaisir à jouer, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Donc c'est ce qui s'est passé en fait avec Zurzot et deux trois autres. En fait, c'est que j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc il y a plein de decks en fait sur les 60 que j'ai monté que j'ai pas aimé. Je faisais voter le général, donc les gens votaient le général et puis en fait après on fait le deck. Et quelquefois, quelquefois le général il te plaît pas, mais bon, tu suis la communauté, au moins c'est bien. Ça t'oblige aussi à sortir de ta zone de confort. Mais quelquefois tu te dis ok je vais monter le deck et faut quand même que t'aider d'une certaine base. Hein. Moi, je le monte en 2 heures. Hein. Les decks, je les faisais monter en 2 heures, donc j'ai pas le temps de fouiller vraiment, d'imaginer quelque chose. Donc, je prends des decks existants, ou en tout cas sur des H-Rec, en fait, qui proposent une sélection de plein de cartes utilisées par les joueurs. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le deck, il est axé de telle manière et tout, et ça te plaît pas, mais t'as pas forcément le choix. Donc, ça va être un peu compliqué d'en trouver un en particulier. Par contre, je peux t'en parler d'un que j'ai monté qui était Dromar. Donc c'est un dragon Esper 6 qui coûte 6, c'est infâme. C'est Dragon Invasion, c'est une des premières cartes rares que j'ai ouvert en fait, donc c'était pour ça, il y avait ce côté nostalgique de le mettre en place. Et on m'avait parlé d'une stratégie qui existait, mais que je n'ai jamais vue. Ça existe, hein, il y a des gens qui le font, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a montré un deck qui marchait avec. C'est les stratégies Change Color. Donc le principe c'est de changer la couleur des permanents adverses pour que ça aille évidemment dans ton sens, et la capacité de Dromar en fait qui dit que quand elle touche un joueur, tu pouvais payer 3 dons un bleu, définir une couleur, et tous les joueurs envoyaient des créatures dans leur main de cette couleur. Donc ça allait très bien avec cette stratégie-là, il y avait le côté esper, donc c'était le côté voilà, on a les bonnes couleurs, et puis on va essayer de faire quelque chose avec. Et à ce jour pour l'instant, sachant que je joue pas tout le temps avec parce que il me frustre justement, je n'arrive pas à faire un change color potable. Flop, c'est d'avoir monté un deck que je kiffe, que me suis procuré les cartes en mode pimp en plus, sans avoir testé le deck. Enfin, j'ai testé le deck a rien fait, et j'ai fait, je m'en fous, je le fais quand même. Et du coup, j'ai le deck monté en pimp, mais il marche pas. Et du coup, c'est un peu la grosse frustration, c'est j'ai un deck super super joli, mais il marche pas. Et il faut trouver quelque chose. Voilà, le flop que je peux te dire avec en tout cas, je me souviens du deck. Ça me fait penser à une liste de decks que j'avais vue qui était 8 queues et demi, et le mec jouait tous les cercles de protection. Donc cercle de protection rouge, vert, bleu, etc. Et du coup, l'idée, c'était de trickser un peu avec ça, de faire... En fait, il y avait un petit côté politique aussi, en mode, vas-y, je fais que ton truc, il est blanc, et du coup, si t'attaques et que tu bloques, finalement, ça va passer, tu vas garder ta bête. Enfin, il y avait un truc un peu vraiment très très chelou, très obscur comme deck.
Je pense qu'il gagnait pas trop, mais en tout cas, il s'éclatait avec son deck. Il y avait ce côté-là un peu genre, je fais des trucs, je propose quelque chose de différent à la table, quoi. C'est des logiques, après, Magic, c'est des maths. Quand on construit un deck, il faut qu'il y ait tant de terrain, qu'il y ait tant de cailloux, qu'il y ait tant d'accélérateurs de mana, de pioches, ce genre de choses. Et en fait, le deck a rencontré un problème, c'est que ton dragon, il coûte 6. Donc, si tu packs par exemple du fast mana, bah, t'es cool, ton dragon, il arrive tour 2. Par contre, t'as plus de cartes en main. Et le seul truc que tu fais, c'est renvoyer des cartes dans les mains des gens. Donc ça va pas t'aider à améliorer ta propre main. Et derrière, bah toi en fait, c'est cool, t'as une grosse bête vol, mais si on te la fait gérer, tu peux plus rien faire derrière. Et du coup, voilà, il y a ce côté un peu cul entre deux chaises du deck qui est, bah si tu veux que ton deck fonctionne, il faut que t'aies le général sur table. Mais si tu veux avoir le général vite sur table, ben en fait t'as plus de main et du coup il te faut des sorts de pioche. Voilà, pour l'instant le deck il est un peu expérimental là-dessus parce que j'ai pas encore trouvé les bons slots en fait le bon équilibre en fait entre tous les sorts pour qu'il fonctionne à peu près bien, quoi. Que je sois au moins content de me dire qu'il fonctionne dans la stratégie. Et du coup Alvar, ton fameux deck. Alors moi c'est un deck Boros aggro. J'ai pas vraiment de général à vous dire d'emblée parce qu'en fait je l'ai fait donc à l'époque de Teros 1, donc avec Iroas, dieu de la victoire à la base. Et je peux vous dire que y a beaucoup de monde qui sont passés sur la place de général de ce deck, hein. C'est vraiment c'est un peu la foire à la saucisse parce que Iroas, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est quand même un peu une carte de merde. C'est une carte qui est très orientée sur les combats et y a pas tant de combats hein, au final dans format Commander, en tout cas pas contre tous les decks. Donc là, c'était un deck vraiment Boros agressif. Donc déjà, je pense que Boros, c'est peut-être la combinaison de couleurs la plus faible potentiellement du format Commander. Après, c'est un peu dur de comparer, mais enfin vraiment, je pense que c'est celle que vous avez le moins rencontrée sur les tables de jeu, il me semble. Hein. C'est le cas, hein. Boros, Voilà. c'est la couleur la plus détestée du Commander Multi. Moi je gagne avec Boros en CEDH. Ouais, en jouant quoi? Rograk Kelet. C'est quoi là comme ça Ah oui, Rograk, c'est équipement, Rograk, c'est ça? Non, Rograk, c'est le kobold qui coûte 0, qui a piétinement, célérité et menace, je crois. Il a, Pour moi, c'est une créature à équiper, c'est pour ça que je dis ça, mais est-ce qu'il est orienté quoi, oui. du coup? Je l'avais en fait, Kelet, c'est le cheval qui booste tes commandants. Et du coup, t'as toujours du boost en fait pour ton kobold. Et en fait, c'était un aggro, hein, je sais plus, j'ai la liste, hein, je pourrais te la transmettre. Et après, je pense que j'étais tombé sur une table en fait qui a démarré un petit peu lentement. Bon, c'était plutôt high power level hein, que CEDH, vraiment, hein, c'était pas du level 10, c'était plutôt 9. Et en déjà, fait, il a réussi. ça arrivait qu'une fois, c'était pas du si gros level, tu commences à changer ton histoire là. Oui, mais j'ai gagné, j'ai la vidéo. Ok. Je la veux lundi à 10h sur mon bureau. Non, mais et là, avec la liste. Non, mais oui, en plus, j'avais considéré vaguement ce cheval quand j'ai vu qu'il perfait beaucoup, mais en duel. Après, en multi, je le vois un peu mal. Mais bon, je peux me tromper, j'avoue, je l'ai pas trop testé en vrai. Mais en tout cas, pour revenir à ma petite histoire, donc j'ai construit le jeu en mode aggro, donc à l'époque de Teros. Pour la bicolorité Boros, Teros 1, c'était il y a 12 siècles, hein, vraiment. Il y a tellement de trucs bien qui sont sortis pour ces couleurs en EDH entre-temps. Limite, il y a tellement de cartes du deck qui ont changé. Et en gros, j'ai dû changer. Donc après, j'ai tenté Anya, Merciless Angel. C'est une 4-4 vol pour 5 qui est pas si ouf, mais qui dit que quand, en gros, on a déjà mis au moins un adversaire à la moitié, moins de la moitié de ses points de vie, elle gagne +3/+3, et ça peut le faire pour chaque adversaire. Donc dans un deck aggro qui vise à y aller le plus vite possible, hein. Donc c'est vraiment ça, hein, des drops à 1, à 2, à 3 et à 4. Donc surtout quand j'ai enlevé Iroas, du coup voilà, ça fait à peu près le taf, surtout qu'elle devient indestructible aussi en passant quand on a réussi à faire ça. Mais bon, je l'ai quand même changé parce que ça restait un peu léger, et je me suis dit que j'allais mettre Archange Avacyn, donc vraiment la version qui se flippe, pour pouvoir protéger mon board, parce que c'était un peu le gros problème de Boros à l'époque, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, c'est que tu te prends un rasboard, surtout quand tu veux faire des sorties très rapides comme ça et un peu, entre guillemets, dégueuler ta main. Bon, bah c'est un peu dur de te relever, et là je me suis dit, bah pour 5,
bim, tu mets ton ange qui donne indestructible à toutes tes bêtes quand il arrive. Et pour le coup, ça te permet de conserver un peu ton board comme ça. Et c'est déjà pas mal. Je suis relativement content d'avoir fait ça, mais putain, qu'est-ce que c'est galère à faire tourner. J'ai toujours eu des problèmes de mana avec ce deck. Pareil, maintenant ça va un peu mieux. Il y a des bêtes qui vont chercher des terrains qui sont un peu plus valables qu'à une époque, on va dire. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Après voilà, si jamais vous avez cette idée, il y a des généraux alternatifs dans le même esprit qui sont vachement mieux, mine de rien. Par exemple, dans le deck, j'ai Brustarl, que vous connaissez sûrement parce que il avait fait du bruit en duel commander pendant longtemps. Et dernièrement, plus connu, il y a Winota aussi, qui est très bien. Je pourrais vraiment la mettre, je pense, en général. J'ai pas trop compté le ratio humain-non humain du pack, mais franchement, je dois y être à première vue comme ça, donc pour faire tourner une Winota en tant que général. Mais bon, c'est vraiment mon plus faible deck, quoi. J'en prends soin, mais j'ai du mal à l'aimer. Des fois, j'ai envie de rejeter cet enfant. Est-ce que vous voulez l'adopter? Je le donne, là, si vous voulez. L'enfant mal aimé d'Alva. Ça dépend, il y a des bilans dedans? Ouais, il y a un plateau. Bon, en fait, je vais peut-être le garder, ouais, excusez-moi. Moi, j'ai bien adopté, si tu veux. Ouais, plateau, pendant un moment, ça coûtait 40€, donc je me suis dit, je vais peut-être me faire ce plaisir-là, quand même, d'acheter au moins ce bilan, vu que je joue Boros. Et j'en avais déjà parlé, mais je crois, dans le précédent Pince Crâne où je suis intervenu. Mais j'ai refait un deck Boros avec Quentin, c'est un deck qu'on a fait à deux, qui est un deck Dragon, voilà, partenaire Dragon, qui était sorti pendant Battle Bond. Et ça, pour le coup, ça tourne vachement mieux. Pour le coup, ça met des sacrées patates aussi. Ouais, c'est vraiment une couleur enfin, c'est vraiment une colorité qui a pas du tout le vent en poupe. Boros, c'est une couleur qui avait été un petit peu laissée de côté pendant une période. Wizard est un peu en train de rectifier le tir, Wizard est un peu en train de rectifier le tir, à donner des moteurs de card advantage, notamment en blanc et en rouge, mais malheureusement, Boros a toujours été une couleur qui est, dans le Magic en général, a des couleurs très agressives, et l'agression en Commander Multi, c'est très compliqué parce qu'on passe de 20 à... Bon, je noircis un peu le tableau, mais on passe de 20 points de vie à faire tomber à 120 points de vie parce que vous avez 3 adversaires à 40 points de vie. On est sur un ratio qui est quand même assez gigantesque, et on a aussi ce gros problème de card advantage au final, parce que ouais, un race board, on remballe, quoi. Donc faut trouver des moyens, soit de protéger son board, soit de pouvoir se relever, d'avoir les reins assez solides pour pouvoir se relever derrière avec son petit deck agressif. Donc c'est... Ouais, t'as exactement résumé la mauvaise idée / stratégie derrière mon deck. Mais voilà, j'essaye de persévérer. Et en plus, j'ai toujours ce truc pour Boros, je sais pas trop pourquoi, c'est un peu du sadomasochisme, je sais pas trop, mais je surveille avec la plus grande attention les nouvelles gold légendaires Boros qui sortent à chaque fois. Et souvent en plus, alors bon, il y a une stratégie équipement qui est viable aussi dans ces couleurs, surtout maintenant avec les partenaires de Commander Legends. Mais sinon, des fois, il y a des cartes Boros qui ont des effets trop chelous, quoi. Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils essayent de manger à tous les râteliers, et des fois, ils essayent de lancer des stratégies pour cette bicolorité qui sont totalement what the fuck. Mais bon, après, là, dernièrement, ils ont un truc un peu plus viable, vaguement, avec les artefacts. Je pense notamment au général de Strixhaven, qui est quand même pas si dégueulasse. Mais bon, du coup, artefact égale incolore, tu vois. C'est pas vraiment du blanc ni du rouge. Et dernièrement, j'ai bien aimé Rem Carolus aussi, qui prévient les blessures de blast en fait sur ses bêtes, et qu'on rajoute une de plus chez les adversaires. Et ça, pour le coup, il y a un truc un peu rigolo à faire, je pense, dessus, mais je voulais vraiment le tenter, mais bon, par manque de temps, je me suis dit, je vais pas me refaire un deck Commander, je suis loin des 60 de Ragen, mais c'est déjà trop, quoi, parce que quand on doit les updater, à chaque fois, c'est compliqué. Alors, après, si tu veux, il y a Tajik. Il est dans le deck, mais bon, je sais pas, j'ai pas trop envie de le mettre en général, je t'avoue. Il y a trop de bonnes cartes à 3 en Boros, contrairement à d'autres coups de mana, pour mettre un général à 3 en fait. À part Rem Calorus qui a une strat donc un peu particulière, qui est pas tout à fait agressive, quoi. Sinon, il y a Audric. Et il coûte 3, mais on va vraiment en parler. Typiquement, voilà, quand je disais les nouvelles cartes Boros chelou, voilà, merci Audric. Merci, Audric. Excellent exemple.
Euh, Moi, je triche un peu. J'ai un deck Boros qui tourne très bien et qui casse des cubes. Je suis très surpris de ce deck. Il est très bon. Mais en même temps, c'est un deck Boros sans être un deck Boros. C'est Plume que je joue en mode Blink avec que des petits sorts à la Ephemerate, Blink of an Eye et consorts pour qu'elle revienne sur le champ de bataille. Et en général, je tue avec Pure Force V1. Non, c'est vrai que j'ai pas cité Plume, mais qui a une stratégie très particulière aussi, mais pour le coup qui fonctionne très bien et qui a un excellent deck, qui était une excellente carte déjà à l'époque, même en standard. Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Boros ou pas, Ragen? Ça veut tout dire. J'allais dire, je vais prendre ça pour un. Non, mais c'est pas vrai, comme ça. Bon, moi, j'aime beaucoup Boros parce que tu vois, ça rejoint en fait, c'est effectivement du masochisme. C'est t'as envie d'aider ton prochain, tu vois. Et du coup, c'est des couleurs qui effectivement qui ont du mal à fonctionner parce qu'il n'y a pas un général c'est l'aggro et c'est compliqué aggro en multijoueur. Le seul moyen de pallier ce côté-là de 120 points de vie, c'est de Voltron. Et donc, du coup, de diminuer ce ratio de 120 PV à, enfin, il n'y a pas 120 puisque tu te comptes, enfin, si, il y a 120. Il y a pas, du coup, tu n'as pas le ratio de 120 PV à faire tomber, mais tu en as 21 x 3. Et là, par contre, c'est compliqué quand même parce que il faut pouvoir attaquer une personne, puis après une autre personne, puis après une autre personne. C'est souvent très compliqué ce genre de stratégie-là, de cibler quelqu'un. Euh, souvent, bah, du coup, on est sûr de se prendre des foudres d'au moins une personne, et du coup, il y en a d'autres qui vont profiter que toi, tu te focuses à attaquer quelqu'un pour attaquer vers toi. Il faut pouvoir attaquer sur tous les angles. Winota est pas mal pour ça, effectivement. Parce que du coup, tu peux attaquer quelqu'un, mais en fait, tu vas révéler des cartes, et du coup, tu vas pouvoir attaquer d'autres personnes avec. Donc, du coup, tu peux te battre sur tous les fronts. C'est un bon moteur de card advantage, Winota. Ouais, complètement. Mais c'est une bicolorité que j'aime bien. En plus, Wizard commence à faire piocher le blanc, du coup, on commence à pallier les problèmes qu'il y a sur ces deux couleurs-là, qui est que, en fait, poser des créatures, protéger. Avant, c'était juste ça. En fait, on pose des créatures, on protège et on blast. Voilà, les trois secrets de tech de blanc-rouge. Puis maintenant, ça fait piocher. Le rouge aussi pioche dans une moindre mesure en exilant des cartes qu'on peut jouer. Donc voilà, on commence à avoir des cartes un peu sympas et en vrai, il y a peut-être un jour prochainement, on pourra faire même un contrôle rouge-blanc parce qu'on aura suffisamment de cartes en fait pour pouvoir faire presque du Drogo quoi. Je t'enverrai ma liste de plumes. Elle est un peu en mode Drogo. C'est un peu insupportable en général. J'ai tendance à jouer beaucoup pendant le tour des adversaires. Alors on avait Kiku qui avait fait une deck tech quand elle est sortie plume et ouais c'est souvent ça ouais. Ce côté justement mais c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est un deck un peu rigolo quoi. Plume. Ça change. Mais rassure-moi, t'attaques avec Plume quand même. De temps en temps. Ah ouais, ok. Un vrai Drogo, quoi. Enfin, presque. Ouais, presque un vrai Drogo, ouais. Des fois un petit peu Voltron. Enfin, c'est un peu un tas de cantrip en fait, qui est assez rigolo. Après le problème de Plume, c'est que si t'as pas Plume sur le champ de bataille, t'as des cartes qui font piocher pour un blanc et... C'est pour ça que mon deck, je l'ai un peu plus orienté, un peu plus Blink que vraiment juste Voltron ou Cantrip et que du coup, j'aime bien avoir des lieutenants des catapultants ou des trucs dans le genre qui vont revenir sur le champ de bataille, faire plus de gobelins ou des petites choses comme ça. Bon, pour clore un petit peu cette découverte de vos univers respectifs du Commander, j'ai entendu parler d'une certaine partie de Commander où il y avait un certain commandant du nom bien nommé Dromar. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Alvar? Raconte-moi tout. Et oui, bah en fait, on s'est fait un petit séminaire entre membres de la team Magic C'est Chic, donc vous n'étiez pas encore conviés à cette époque, hein, c'était en octobre dernier. Et du coup, Ragen a ramené son Dromar. Il a sorti effectivement un moment, le fameux deck dont tu parlais tout à l'heure. Et cette liste Dromar de Ragen, c'est vraiment quelque chose. Bon, comme il l'a dit lui-même, elle est pas très forte. Mais il n'empêche que il nous a fait passer un excellent moment. Je crois que c'était une de mes meilleures parties de Commander. Parce qu'en fait, on comprenait pas là où il voulait en venir avec ces changements de couleur, en fait. Et je crois que le pic de la partie, c'est un moment où tu as lancé une carte qui s'appelle le visionnaire des marées. À un moment où il se passait beaucoup de choses à la table, enfin il y avait des allers-retours et tout. Moi je jouais commun, hein, donc c'est pour vous dire quand même un gros machin qui met une 3-3 par tour et tout. Et lui il est là et il prend son tour et il dit qu'il va faire cette ondin qui coûte 1, qui est une 1-1 et qui peut s'engager
pour dire que la créature ciblée devient d'une autre couleur jusqu'à la fin du tour. Et bon, on a attendu le moment où tu voulais en venir là où tu devais en venir, mais il n'est pas vraiment arrivé. Mais il y a quand même un moment où tu as réussi à retourner de fou la partie, qui était en plus très très politique, je me souviens. T'as joué Grand Nettoyage, une autre carte d'invasion, qui constitue, je crois, la moitié de ton deck, et qui est quand même, enfin, on n'en parle pas trop, mais je pense un des pires blocs, enfin une des pires extensions en termes de power level, hein, et invasion mine de rien. Mais bref, pour 4, c'est un rituel qui dit qu'on renvoie tous les permanents d'une couleur dans la main de leur propriétaire. Et je peux vous dire que ma main, elle avait pas assez de doigts pour tenir tous mes tokens de coma, mais bon, heureusement, ils reviennent pas vraiment dans la main, mais t'avais fait un retournement de situation de fou avec ça. Bah, j'étais pas mal aidé parce que on avait aussi Leland Palmer qui était là et qui jouait un deck mono vert. Et je crois que Quentin était en galère de mémoire. Il était à l'autre bout de la table, donc je voyais pas vraiment ce qu'il faisait. Il y avait Tony qui était là et il posait genre une bête tous les 6 tours. Et du coup, ouais, j'avais tellement peu de créatures à changer de couleur que du coup, ça s'est bien passé pour ça. Mais en fait, ça bouillitait tellement. En fait, le deck bouille beaucoup et il a pas beaucoup de stratégie pour gagner. En fait, il y a le dragon qui code 6, mais c'était tout, quoi. Et je pense qu'il est arrivé 2 fois sur table et vous l'avez géré et tout, quoi. Ça faisait des choses partout, mais ça impactait 0 en fait la table. Donc tu faisais rien. Non mais ouais, la partie était vachement longue et à la limite on attendait qu'il se passe un truc et toi tu nous joues des cartes comme ça improbables et du coup c'était vraiment tu fais durer le plus c'est long plus c'est bon, mais je sais pas si on est vraiment d'accord, mais qu'est-ce que tu nous as fait rire en tout cas. C'est vraiment t'as sorti des cartes improbables. T'avais l'autre petite carte d'invasion aussi que je t'ai joué qui est l'enchantement bleu qui fait que si y a un sort d'une couleur qui est joué, personne d'autre peut lancer un sort d'une même couleur dans le même tour, tu vois. Donc ça ralentissait pas mal la game aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'était ça exactement qui faisait que ça ralentissait de fou, ouais, exact. Avec un painter servant réanimé du côté de Tony, je crois. Et c'est une game où tu te dis bon, on va pas le ramener de partout, on va pas le ramener tout le temps ce deck. Donc, les gens sont pas encore prêts. Ah, clairement pas, non. T'étais peut-être dans le futur pour le prochain bloc, le retour sur invasion. Écoute, je suis souvent dans le futur avec mes decks. Allez, on va clore cette petite interview informelle de vous deux. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer très très fort. Alvar, s'il ne devait rester qu'une seule carte de Magic, ce serait quoi ? Ah bah, enfin vraiment en fermant les yeux, j'ai le blaireau chargeur qui est venu, mais avant même que tu poses la question. Mais je vais quand même essayer d'en choisir une. Si vraiment il reste qu'une seule carte et on doit jouer à Magic avec ça, bah je vais choisir une carte qui a pas mal de capacités différentes. Ce serait Kenris, le roi Kenris, qui permettrait d'avoir du choix. Beaucoup de choix, même s'il y a juste cette carte-là. Donc pour toi, ce serait le choix du choix du coup, et Ragen, ce serait quoi ? Ça va être un peu, c'est un peu nul, je pense, mais moi je t'aurais juste dit le Black Lotus en fait. En fait, il doit rester une carte de Magic, ça doit être celle qui doit représenter Magic, et donc pour moi c'est le Black Lotus, tu vois. Ça marche, merci pour ce partage. Et en parlant de partage, nous arrivons maintenant à la fin de l'émission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, une performance de rue, un dessin de votre nièce, un plat au restaurant. Allez-y, lâchez-vous les gars, donnez-nous quelque chose. Eh bien, puisque on doit partager une œuvre, moi dernièrement, il y a l'année 2021 qui s'est écoulée et j'aime beaucoup faire des tops. Alors pendant longtemps, je faisais des tops cinéma. J'ai été beaucoup moins au cinéma en 2021. Bon, Covid a pas aidé, mais du coup là, je me suis fait un petit top musique parce que je consomme énormément de musique, notamment sous le format album qui m'est assez cher. Donc voilà, j'ai fait un petit top qui est très long et que je vais pas du tout vous décrire en long, en large et en travers, mais je vais quand même vous dire un peu ce que je mettrais, on va dire, en première place. Le meilleur album de 2021 pour moi, c'est Floating Points et Pharaoh Ascenders, mais aussi l'Orchestre Symphonique de Londres, qui ont fait un album ensemble. Donc Floating Points, c'est un musicien un peu musique électronique, on va dire un peu posé, down tempo, mais qui est très cool. Et Pharaoh Ascenders, c'est un saxophoniste qui est très ancien, qui était dans la mouvance de John Coltrane, qui est sur le même label, qui est Impulse, enfin bref.
C'est un album donc avec des personnalités, des gens très différents, parce qu'à côté vous avez aussi donc un orchestre symphonique. C'est très ambiante, si je devais vous donner un genre musical, et c'est un truc de fou, enfin qu'ils aient fait ça ensemble et pour ce résultat-là qui est enfin d'une beauté inouïe à mon sens. Surtout que Pharoah Sanders, il est plus tout jeune maintenant, c'est vraiment un vieux saxophoniste que j'ai eu la chance de voir en live d'ailleurs il y a 3-4 ans, et vraiment il est venu sur la scène un peu au ralenti et tout. Et voir que voilà il a une opportunité de créer une œuvre aussi belle comme ça dans ces dernières années, même si je lui souhaite de vivre encore longtemps, mais voilà, soyons honnêtes, il va pas vivre éternellement non plus. En tout cas, je vous le conseille très fortement. Ça s'appelle Promises, parce que j'ai pas donné le nom de l'album, mais voilà, écoutez ça, c'est beau, même si c'est en fond, vous mettez ça en fond, ça passera nickel pour vous endormir ou pour trouver le sens de la vie, ça passera. Wow, Ragged, j'espère que t'as quelque chose d'aussi puissant. Euh... Non. Du coup, dans le doute, tu peux inverser, et du coup, tu me mets mon choix en premier. À ce point-là. Ouais, non, mais attends, Alvar, il envoie du pâté, quoi. C'est un peu retenu, tu vois, il nous a parlé de Boros, tout machin, puis derrière, il nous envoie du jazz. Bah oui, mais non, mais je suis vraiment fou de musique, donc à la limite, on pourrait faire un podcast que là-dessus, hein, si vous voulez. Je propose d'ailleurs qu'on fasse un podcast sur la musique, d'ailleurs. Ça. On appellera ça le pince-oreille. J'aime beaucoup. Non, je pourrais te parler de la pizza que j'ai bouffée hier soir et qui était vraiment bien, tu vois, mais je pense que c'est pas ça que tu veux. Ou alors je fais de la pub pour le restaurant. Non, moi, du coup, je suis retourné au cinéma, beaucoup moins que avant 2020. Et j'ai été voir divers trucs, dont Tous en scène 2. Donc voilà, donc c'est un dessin animé. Je suis hyper friand de dessins animés. En fait, les animés, je trouve que c'est ouf. En fait, tu vas au-delà de la physique, au-delà de la logique, etc. Mais et tu rentres quand même dans le truc. En plus, ça reprend des musiques, etc. qui existent déjà. Donc ils arrivent à avoir qui un support que derrière qui soit assez fort. Et j'avais déjà vu le premier. Le premier était génial aussi pour moi. Ouais, j'ai vraiment aimé ça et j'aime beaucoup l'animé justement maintenant. Alors c'est des studios français en plus, hein, ça c'est cool. Donc voilà, même en France, on arrive à faire ce genre de choses. Hein, c'est quand même un peu rare parce qu'on est quand même, le cinéma français, c'est pas vraiment ce que c'est, quoi. Et du coup, par contre, dans l'animé, c'est vraiment cool. Du coup, il y a quand même pas, voilà, t'as une histoire qui est sympa, qui est vraiment cool. C'est pas bateau en fait, comme on peut avoir sur des scénarios, en fait, sur des films. Hein. Le film, il y a beaucoup de films maintenant, les scénarios ils sont bateaux, quoi. C'est du déjà vu, voilà, en fait, en 30 minutes, on a compris le film et puis en fait, on est là juste pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer. Et l'animé arrive quelquefois à surprendre en fait là-dessus, sur plein de choses, que ce soit des petits gimmicks ou juste la scène, l'histoire principale. Et voilà. Il y a un truc à dire et qui m'a marqué pour l'instant de 2022, c'est Tous en scène 2. Pour ma part, si vous écoutez le podcast assez régulièrement, vous savez que je suis un très gros consommateur de jeux vidéo. Et dernièrement, il y a le 3e épisode d'un jeu que je suis beaucoup et auquel je joue avec un pote, qui s'appelle The Dark Picture Anthology. Le 3e épisode s'appelle House of Ashes, et c'est une série de jeux vidéo que je vous recommande énormément. On est sur un jeu vidéo narratif énormément, donc ça va être beaucoup d'histoires qui va vous être racontées. Et l'idée, c'est que vous allez contrôler un groupe de 5 personnages à 2. Il y a des possibilités pour jouer tout seul ou jouer à plus en se passant la manette sur un canapé. Mais c'est une expérience de jeu que je recommande vivement à 2 personnes en distance, du coup à jouer en ligne. Le principe, c'est donc que vous contrôlez 5 personnages à 2 et vous allez du coup alterner des points de vue différents. Déjà, vous en tant que joueur, vous allez pouvoir contrôler une partie de ces 5 personnages-là et votre partenaire de jeu va pouvoir en contrôler d'autres. Vous allez faire des choix qui vont être enregistrés par le jeu et qui vont du coup donner des traits de caractère aux personnages qui seront ensuite retenus dans des scènes ultérieures. Vous allez contrôler un autre personnage. C'est chouette, c'est de l'horreur, donc faut s'accrocher un petit peu. C'est pas ultra peur, mais c'est quand même très chouette. Les boucles de gameplay sont assez courtes. On est sur un jeu qui va durer 5 heures, mais il y a tellement de ramifications possibles et imaginables que on a envie de le refaire. Le premier épisode, je sais que je l'ai fait 3 fois avec mon pote, et à chaque fois c'est de la découverte. On redécouvre un petit peu le jeu, on redécouvre des pans d'histoire qu'on n'avait pas vus, on redécouvre évidemment des petits secrets qui sont cachés par-ci par-là.
Donc voilà, The Dark Pictures Anthology, le premier, le deuxième et le troisième qui sont tous les trois excellents. Ok, ça donne envie. Même si j'ai absolument plus le temps pour jouer aux jeux vidéo, j'ai trop envie d'y jouer. Je regarderai aussi, ouais. Carrément, ça... tu le vends bien en tout cas. Tu vends bien le jeu. C'est un peu mon métier de vendre des jeux de société, mais je pourrais vendre des jeux vidéo aussi, je pense. Et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Bisous. Salut, salut. Ciao, ciao. Now go!